Alors, je voudrais rapidement présenter les personnalités qui vont intervenir. Je vais le faire d'un seul de leurs titres pour chacun, et je crois qu'au demeurant, cette présentation est à vos yeux probablement presque inutile. François Godement, professeur de sciences politiques, spécialiste de l'Asie. Thierry de Montbrial, fondateur de l'IFRI. François David, président de la COFAS. Laurent Fabius, Premier ministre. Veiju Navaran, correspondante en Europe du plus grand quotidien indien. J'avoue que je ne le lis pas tous les jours, mais je suis impressionné. Et il n'y a pas d'ironie dans mon propos. Je crois que c'est The Hindu, c'est ça. Umit Boyner, qui est nous sommes ravis de vous accueillir, vous aussi, tout spécialement, qui est la présidente du MEDEF turc. Je traduis, hein, je vais le dire comme ça, à la française, la présidente du MEDEF turc. Gérard Longuet, ancien ministre, et je m'avance énormément, futur ministre. Jean-Luc Racine, je ne vais pas demander de commenter, directeur de recherche au CNRS. Aouyou Veil, professeur à HEC et qui continue à avoir des attaches fortes personnelles avec la Chine. Et puis Jean-Paul Bedbez, le chef économiste du Crédit Agricole, dont nous connaissons à la fois les compétences et l'esprit de vivacité. Védrine. Je n'ai pas présenté Hubert. Parce que c'est le plus connu. Je n'ai pas présenté Hubert Védrine. C'est une très grande faute. C'est probablement, effectivement, comme me l'a soufflé Laurent Fabius, que pour moi, je pouvais, le temps compte, passer directement à côté. Tout le monde avait vu, connaît et envie d'écouter Hubert Védrine. Pardon, Hubert Védrine. L'étrangeté du monde, mode d'emploi, c'est le thème général de cette université d'été. Alors, il y a, je ne veux pas paraphraser ce qui a déjà été dit, notamment ce matin et tout à l'heure, violence de la crise, mutation brutale, perte de repères, un monde moins familier, en passant par l'Inde, par la Chine, par la Turquie, par le Brésil peut-être, et en considérant évidemment l'Europe, notre Europe, nous allons tenter d'ouvrir des chemins, de débroussailler, de trouver de nouveaux repères, d'indiquer les voies de l'avenir pour les chefs d'entreprise, pour les entrepreneurs, pour l'entreprise et aussi, d'ailleurs, évidemment, bien sûr, c'était impliqué dans ce que je viens de dire, pour l'ensemble des Français. Le problème concret, qu'il y a toujours un problème concret dans une table ronde, c'est que j'ai l'honneur d'avoir... C'est que j'ai l'honneur d'avoir à cette tribune 11 personnalités. Alors 11 personnalités, c'est une richesse très grande. 11, c'est aussi beaucoup de monde pour que ça s'appelle véritablement, on en a parlé ensemble tout à l'heure, une table ronde. Alors l'idée qui vaut ce qu'elle vaut, on va la juger à l'expérience, est la suivante. Chacun va s'exprimer relativement brièvement, j'espère 5-6 minutes, 7 peut-être, pas plus, sur le thème qui lui tient le plus à cœur, en dessous du thème global qui nous réunit aujourd'hui à jouer en Josas. Et puis ensuite, on essaiera d'avoir le temps d'un minimum d'échanges, et à ce moment-là, ça s'appellera réellement une table ronde. Je propose de donner la parole en premier à Thierry de Montbrial, qui m'a fait la ferme promesse d'être dans les temps. Monsieur de Montbrial. Bien, Monsieur de Montvallon, je vais tenir ma promesse, sauf que c'était sur la base de 10 minutes. Mais j'ai conscience... Trouvons un compromis entre les deux. J'ai conscience des responsabilités et il faut en effet chercher à donner l'exemple. Alors, je pars d'un premier point, la mondialisation est en danger. Comme elle le fut au début du XXe siècle. Et pour la sauver, il faut une gouvernance digne de ce nom. Je vois un G7 idéal. Ce G7 idéal comprendrait les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Japon, le Brésil, la Russie et l'Union européenne en tant que telle.
Peut-être faudra-t-il à un moment ou à un autre ajouter la Turquie d'ailleurs, mais en parler rallongerait à mon temps de présentation. Ce G7 comprend certains pays mûrs, les États-Unis, le Japon, l'Union européenne, comprend 2 pays, le Brésil et la Russie, qui peuvent, dans le meilleur des cas, connaître leur 30 glorieuses, l'équivalent de nos 30 glorieuses, et évidemment 2 géants chargés de promesses mais aussi d'incertitudes, qui sont la Chine et le Japon. Si ce G7 pouvait être formé, il constituerait, je crois, le club des membres permanents d'un Conseil de sécurité rénové. Alors malheureusement, ce club n'existe pas et il n'est pas prêt d'exister. Il n'est pas prêt d'exister en raison des divergences profondes, souvent cachées entre ses membres, mais je dirais en raison aussi, peut-être surtout, de ce que l'Union européenne, qui est d'ailleurs l'acteur qui en soi pourrait être particulièrement bien placé pour parler de la paix et de la prospérité universelle, l'Union européenne est beaucoup trop divisée dans l'avenir prévisible pour pouvoir agir comme un acteur dans un tel club. Alors ce qui existe, c'est un proxy qui n'est pas le G7, mais le G20. Alors le G20, il a le mérite d'exister et il a été fort utile, surtout dans la période initiale de la crise de 2008. Mais il est beaucoup trop dilué. Il est largement inefficace parce qu'il n'est pas suffisamment structuré, en particulier pour le suivi des décisions, et notamment les rapports avec les grandes institutions internationales. Et également, il est peut-être trop marqué par la recherche des compromis de court terme aux dépens de l'entente sur une ligne claire de long terme, c'est-à-dire sur une véritable stratégie. De sorte que je vois à l'intérieur de ce G20 beaucoup de lignes de fracture plus ou moins cachées qui pourraient un jour conduire à des fractures ouvertes. Alors, je voudrais simplement rappeler, mesdames et messieurs, que si on regarde sur la longue durée, on a parfois des surprises. Par exemple, il y a certains pays, parmi ceux que j'ai mentionnés, qui ont une certaine habitude de la fermeture. La Chine a été dans son histoire beaucoup plus souvent fermée qu'ouverte. Et la Russie a l'expérience, si je puis dire, des rideaux de fer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que l'ouverture à laquelle on assiste depuis 30 ans est absolument définitive. On peut imaginer un certain nombre de scénarios. Je ne juge pas de leur probabilité. Alors, j'ajouterai 2 points. Le premier concerne l'Union européenne. L'Union européenne a une responsabilité majeure. Pourquoi? Parce que l'Union européenne est une nouvelle unité politique en train de se faire, en voie de formation, et qui peut donner l'exemple sur ce que peut être la restructuration du monde à l'horizon, disons, d'un siècle, à la fin du XXIe siècle ou au début du XXIe siècle. Et ce que nous avons fait jusqu'à présent est tout simplement remarquable. C'est remarquable, mais en même temps c'est insuffisant parce que le temps presse. Et il est vrai que je ne vois pas comment l'Union européenne pourrait donner des leçons de gouvernance au monde si nous ne sommes pas capables d'améliorer notre propre gouvernance. Concrètement, je ne vois pas David Cameron, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy proposant un projet digne de ce nom de gouvernance mondiale sans avoir réalisé un breakthrough, comme on dit en français, sur la gouvernance européenne. Et enfin, mon dernier point concerne la notion de leadership. On parle toujours de leadership. Mais mesdames et messieurs, pour qu'il y ait un leader, pour qu'il y ait leader, il faut qu'il y ait follower. Il faut qu'il y ait des gens qui suivent. Il n'y a pas de leader s'il n'y a pas de gens qui suivent. Or, qui aujourd'hui, dans le monde, est capable de rassembler les principaux acteurs de la planète derrière lui? Les États-Unis ont l'habitude de parler de leadership parce qu'il les concerne et se considérer comme le grand leader du monde. Mais malheureusement, et je dis bien malheureusement, ils ne sont pas en situation aujourd'hui. Ils ne sont pas en situation parce qu'ils sont coincés d'une part par leurs grands échecs géopolitiques, et je pense naturellement particulièrement au Moyen-Orient, et là nous sommes loin,
très loin même d'avoir réglé l'affaire, y compris en Irak. Et d'autre part, je pense évidemment à la pile des déficits, et les Américains n'ont pas l'habitude de penser qu'ils sont comme les États et qu'ils doivent eux aussi rééquilibrer leurs comptes. Ils n'ont pas du tout cette expérience. Et aujourd'hui, force est de constater, hélas, que le président Obama, qui est un homme plein de bonne volonté et qui est venu évidemment en suscitant beaucoup d'espoir, se trouve largement englué, qu'il s'agisse de politique internationale ou qu'il s'agisse d'économie. Ma conclusion, et j'en suis à 6 minutes et 30 secondes, c'est que la situation est difficile, elle n'est pas du tout désespérée, mais je pense que considérer aujourd'hui que nous sommes sortis de la crise et que les 20 prochaines années verront une reprise et un retour à des croissances vertigineuses ou à des périodes telles que nous les avons connues à la fin du XXe siècle, considérer cela serait non seulement un peu audacieux, mais serait surtout irresponsable. Je vous remercie. Merci Thierry de Montbrial, également pour avoir respecté, on ne peut pas en être obsédé, mais le délai imparti. Vous avez parmi d'autres prononcé un mot dont je pense qu'on en reparlera au cours de cette table ronde, ce sera sûrement une table ronde, c'est le mot de gouvernance. Alors je voudrais, dans un arbitraire calculé, ce sont les meilleurs, j'ai imaginé de donner la parole maintenant à Jean-Paul Bedbez. Et je voudrais demander à Jean-Paul Bedbez de commenter, en économiste qu'il est, le mot tectonique qui revient très souvent aujourd'hui dans nos analyses, y compris ici à Jouy-en-Josas. Effectivement, quand vous parlez de tectonique des plaques à un économiste, ce sont deux concepts qu'il ne connaît pas beaucoup. Tout simplement parce que pour un économiste, il y a au moins 3 formes ou 3 sortes de plaques. Il y a d'abord la plaque des gens, c'est la plaque des populations. Il y a la plaque des sous, des dollars ou des PIB si vous voulez. Et ensuite, il y a la plaque des sous par tête, des PIB par tête, qui est d'une certaine manière la plaque des vitesses et des intensités. Si on regarde la première plaque, qui est la plaque des gens, nous avons aujourd'hui, en 2010, environ 7 milliards d'êtres humains. Et la vitesse de croisière, c'est que l'on en produit 50 000 par jour. Si on se réunit en 2050, nous serons 9 milliards. La plaque des gens aura augmenté de 2 milliards. Sur ces 2 milliards, les pays développés seront à peine aussi nombreux et plutôt moins nombreux. L'Asie sera moins nombreuse. L'Afrique fera un développement considérable, et sur les 2 milliards d'êtres humains qui vont se développer dans les 50 prochaines années, 1 sur 2 sera africain. Donc sur cette plaque humaine, qu'est-ce que nous disons, étant entendu que cette plaque évidemment sera problématique. Deuxième plaque, la plaque des richesses. Le monde, en termes d'êtres humains, c'est 100 fois la France. En termes de PIB, c'est 24 fois la France. Autrement dit, pratiquement chaque année, il y a une France de plus. Cette France de plus, est-ce qu'elle est équirépartie? Non. Et si on se retrouve dans quelques années, où seront ces France de plus? Évidemment en Asie. Aujourd'hui encore, ça ne durera pas. Les pays développés, c'est-à-dire au fond, en étant très rapide, l'Union européenne, les États-Unis, ont la majorité dans la richesse mondiale. Si nous nous retrouvons dans 10 ans, nous n'aurons plus cette majorité, étant entendu que les autres vont beaucoup plus vite que nous. Et donc il y a un deuxième mouvement des plaques tectoniques, qui est la plaque des sous. Nous allons perdre évidemment la majorité, nous, les pays riches. Cette majorité ou l'écart de majorité ou la part de marché nouvelle sera gagnée par l'Asie et singulièrement la Chine,
pas l'Afrique. Ce qui me renvoie à ma troisième plaque, qui est celle du PIB par tête ou de la richesse par tête. Et là-dessus, nous avons des écarts considérables qui vont évidemment poser des problèmes. Un mondial moyen, un habitant du monde, gagne aujourd'hui 9 000 $ par tête. S'il est européen, 4 fois plus. S'il est américain, 6 fois plus. S'il est chinois, la moitié. S'il est africain, le quart. Et évidemment, derrière cet écart, derrière cette différence, derrière cette troisième plaque, vous aviez la logique du rattrapage. Avant la crise, je ne sais pas si vous étiez là, c'était en 2005, 2006, 2007, on avait des croissances qui étaient au fond chez les BRIC de l'ordre de 8%, aux États-Unis de l'ordre de 4%, et en Europe de l'ordre de 2. 2005, c'était 8, 4, 2. Aujourd'hui, nous sommes plutôt vers 9 vers les BRIC, plutôt vers 2,5 vers les États-Unis, plutôt vers 1,5 vers nous. Et donc, nous avons dans cette troisième plaque des richesses par tête des écarts qui se creusent. Certains, évidemment, veulent continuer à rattraper, à accélérer. Et c'est là que vous avez quelques problèmes qui sont... votre titre, en réalité, je l'ai réuni, il s'appelle « L'étrangeté du mode d'emploi », si vous me permettez. Comment vous faites pour gérer cela, hein? Comment vous faites pour gérer des gens qui veulent rattraper, et le rattrapage chinois, c'est du chauffage économique, plus du chauffage mondial, c'est le réchauffement et des prix et de la planète. Vous avez un réchauffage américain qui est d'une certaine manière parfois du dopage, avec les problèmes que l'on a. Et nous, dans nos pays, bien entendu, on ne fait pas du dopage, bien entendu, on ne fait pas du rattrapage, on fait du réglage. Et qu'est-ce que c'est que cela? Ce sont les nouvelles régulations que nous voulons mettre en place pour essayer de réguler et de réduire les difficultés et les tensions qu'il y a entre ces trois plaques. La plaque des hommes se développe, 2 milliards d'hommes, 1 milliard, on ne parlera pas comment on va les traiter d'Afrique. La plaque des richesses, c'est la plaque au fond du rattrapage chinois. Et la plaque des richesses par tête, c'est la place des rattrapages. Elle est nécessaire et c'est elle qui est dynamique et c'est elle pour laquelle nous devons effectivement travailler et proposer de la régulation, de l'organisation, de la transparence, de l'efficacité, de la démocratie et, si possible, à la fois les deux, c'est-à-dire de la démocratie, de l'efficacité dans la durée. Merci. Merci beaucoup. Quelqu'un joue bien le jeu. Bon, il fallait que le mot de Chine soit prononcé. Je ne sais pas à quel moment ça allait l'être. Alors là, ça va l'être. On va y aller carrément. François David, à vous la parole. Merci. Je vais évoquer brièvement deux sujets qui font l'objet depuis quelques semaines d'un emballement médiatique très important et sur lesquels je suis en désaccord complet. Le premier, c'est la Chine va tirer la croissance mondiale en 2010. Faux. Et le deuxième, c'est il y aura un double dip en 2010. Faux. Donc je vais développer rapidement ces deux points pour réveiller l'auditoire. Premièrement, il faut se méfier des emballements médiatiques. Rappelez-vous, je me tourne vers mon voisin Laurent Fabius, dans les années 80, tout le monde nous disait « le Japon va écraser le monde ». Où est le Japon aujourd'hui ? Il a disparu de la scène économique et géopolitique mondiale. Donc attention aux emballements médiatiques. Alors certes, la Chine a un taux de croissance formidable, 10%. Certes, c'est devenu la deuxième puissance économique du monde, c'est vrai. Certes, elle a un rôle à jouer important. Mais il ne faut pas oublier plusieurs choses. Premièrement, c'est un géant parmi d'autres. Je me tourne vers notre ami indienne. L'Inde, taux de croissance de 9% cette année, va devenir aussi un géant, sans parler de géants futurs, Brésil, Turquie, madame, et autres. Donc il y a un géant, mais il y en a d'autres. Deuxièmement, ce qu'on oublie aussi, c'est que en Chine, le PNB par tête d'habitant est de 3 200 $.
le PNB par tête d'habitant aux États-Unis est de 46 000 $. Donc il y a le consommateur chinois, mais qu'est-ce qu'il peut vraiment consommer? Donc n'oublions pas de relativiser entre le poids et le PNB par tête. Qu'est-ce qui va tirer la croissance en 2010? C'est la consommation mondiale. C'est elle qui va tirer la croissance. Or là encore, des chiffres qu'on oublie, mais qui sont importants. 18% de la consommation mondiale, c'est les États-Unis. L'Europe, 15% de la consommation mondiale. La Chine, 3%. Donc ce qui va tirer la consommation mondiale et donc l'économie mondiale en 2010, ce n'est pas la Chine, c'est les États-Unis. Et ce qu'il faut regarder de près, et je crois qu'on ne regarde pas assez en ce moment, c'est comment évolue le taux d'épargne des ménages américains. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, le taux d'épargne des ménages américains était de 1,4. En France, il est de 16%. Il a régulièrement augmenté. Il est aujourd'hui de plus de 6 points. S'il continue à augmenter, la consommation américaine ne va pas être aussi vivace qu'avant. S'il diminue, alors là, la consommation va redémarrer. Et donc, c'est la tranche des consommateurs américains de 25-35 ans qui vont faire la différence. Et c'est ça qu'il faut regarder de près. Et c'est ça qui va tirer la consommation et donc l'économie mondiale en 2010 et non pas la Chine. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le double dip. Depuis 3 semaines, un peu plus, on nous parle sans arrêt, et notamment le grand gourou Nouriel Roubini, qui est l'oracle du moment, le double dip. Il y aura un double dip, c'est-à-dire une nouvelle rechute. Alors regardons ça de près. Qu'est-ce qui a causé la chute? Si on regarde les travaux des G20, depuis 2 ans, Washington, Londres, etc., Pittsburgh, on a identifié 4 causes. 1, les bonus des traders, 2, les paradis fiscaux, 3, le comportement des banques, et 4, les agences de notation. Les G20 qui se sont succédés depuis ont traité les 2 premiers sujets, qui étaient 1, des sujets faciles, relativement faciles, mais 2, qui étaient des sujets qui n'avaient rien à voir avec la crise. Parce que les paradis fiscaux, ils existaient avant, ils existeront toujours. Les bonus des traders, ils ont été un peu modifiés, mais ils existeront toujours. Ça n'a rien à voir vraiment avec les fondamentaux de la crise. En revanche, les 2 vrais sujets qui ont causé la crise n'ont pas été traités encore. Le premier, c'est le problème des fonds propres des banques, qui est un sujet horriblement compliqué. Vous savez qu'il y a des travaux considérables de solvabilité, BAL 2, etc. en ce moment, pour savoir quel est le ratio qu'il faut de fonds propres pour permettre aux banques de faire leur métier de prêter à l'économie. Sujet en cours d'examen. Mais un autre sujet fondamental, qui n'est pas traité ou qui avance très doucement, c'est la responsabilité considérable des agences de notation qui ont surnoté un certain nombre de produits dérivés et qui ont causé le krach. Rappelez-vous peut-être que juste avant la crise, les 3 grandes agences de notation ont noté AAA 4 sociétés américaines, les grandes, General Electric, Microsoft, etc., et 5000 véhicules financiers dont ils n'avaient pas la moindre idée de ce qu'ils contenaient. Et depuis, 4/5 de ces véhicules ont fait faillite, ce qui veut dire qu'ils ne savaient pas ce qu'ils notaient. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'il existe un véritable contrôle externe des agences de notation qui puissent dire telle et telle agence fait bien son boulot et pas son boulot. Et deuxièmement et surtout, que plus de monde puisse accéder à cette notation. Et je parle pour ma paroisse, puisque la COFAS, qui est une vraie agence de notation, parce que quand on se trompe sur une note, on perd de l'argent. Tandis que quand une agence de notation se trompe sur une note, c'est pas grave. Donc nous avons posé notre candidature pour devenir agence de notation en Europe. Il faudrait que d'autres le fassent. Plus il y en aura, plus elles sont contrôlées, plus la notation deviendra crédible et plus l'économie marchera mieux. Donc nous avons un G20 cette année, un autre l'année prochaine. Voilà 2 très très beaux sujets, les banques et les agences de notation, et j'espère qu'ils seront traités sur le fond. Je vous remercie. Nous allons voir s'il y a le même regard sur la Chine, sur certains aspects de la Chine que vient d'évoquer François David avec Aoyu Wei, qui est professeur à HEC. Si c'était possible, j'ai cru le comprendre tout à l'heure, d'ailleurs le plaisir de partager un repas avec lui, si c'était possible, il serait aujourd'hui à la fois chinois et français, et il est donc chinois et français de cœur. Alors on lui donne la parole. Merci. Donc,
Je préfère parler, au lieu de parler de la croissance qui est une notion quantitative, je préfère parler de quelque chose de qualitatif. Mon sujet est de parler de paradoxe. Paradoxe entre le bonheur et le malheur, entre la croissance et la décroissance, entre la crise et la sortie de la crise. Bon, en fait, quand on parle de platonique, de tectonique, de la crise, en fait, si on transfère un peu la terminologie, si on change de mot, peut-être, on peut voir la problématique en une problématique de la représentation de temps et de l'espace. Je vais commencer par un petit rappel historique. En fait, quand on se confronte avec une crise, quelle que soit la nature, on peut toujours constater que dans l'histoire, la crise est toujours un moment propice pour les uns et pour les autres. D'abord pour les uns, les émergents, on parle de nouveaux centres de gravité, et c'est une émergence. En fait, les émergences, quand on parle aujourd'hui, on peut toujours voir dans le passé, on peut voir les émergents, les pays émergents étaient le Japon, l'Allemagne, le Japon plus particulièrement en 1868 avec la crise qui a été déclenchée par l'entrée des étrangers, notamment les Américains, les Français et les Anglais au Japon, et cela a déclenché une crise nationale, culturelle, et qui a déclenché justement la réforme Meiji. Et qu'est-ce que c'est la réforme Meiji? Cette crise et cette réforme, pour sortir de la crise, c'est une recherche de modèle. Et quel est le modèle japonais? C'est l'abandon du modèle chinois qui a perduré au Japon pendant plus de 10 siècles, et c'est l'adoption de modèles européens. Et ce modèle européen est un modèle composite, modèle à la fois sur le plan économique, un modèle anglo-saxon, un modèle politique, institutionnel, c'est un modèle allemand, un modèle social, c'est un modèle français. Donc c'est un nouveau modèle que le Japon a adopté. Et ce modèle a permis au Japon de sortir rapidement de la crise et de devenir un pays émergent. Bien sûr, la trajectoire japonaise est une trajectoire sinueuse. Mais on peut comparer aussi avec l'émergence allemande après la crise des années 20. On peut comparer aussi maintenant la crise d'une part du côté du vieux continent et des pays occidentaux, et d'autre part des pays comme l'Inde et la Chine. L'Inde et la Chine, ce sont deux pays, je me contente de parler de la Chine et je laisse la parole tout à l'heure à notre amie indienne. Et la Chine est un pays qui a connu une histoire de croissance, une histoire de PIB qui représente 20%, 30% du PIB mondial, c'était avant le XIIe siècle. Et cette croissance, ce développement, cette entrée beaucoup plus tôt que les pays européens à l'ère industrialisation, s'inscrit dans un cadre de la tradition chinoise, confucienne d'une part, et bouddhisme zen d'autre part. Et cet apogée de la culture chinoise a été suivi tout de suite au XIIIe siècle d'abord, et entre le XVIIe siècle et le XXe siècle, suivi par deux invasions des pays étrangers, des peuples étrangers, d'abord les Mongols et puis les Mandchous, qui ont occupé la Chine, qui ont arrêté le processus de l'industrialisation et qui a marqué le coup d'arrêt de ce développement. Et aujourd'hui, ce n'est qu'une reprise de sa tradition d'entreprendre, une tradition de chercher le bonheur, à la recherche du bonheur, et bien sûr, de s'aligner. Et cette fois-ci, avec Deng Xiaoping, qu'est-ce que Deng Xiaoping a fait? En fait, Deng Xiaoping n'a rien inventé. Il n'a fait que adopter le modèle occidental, le modèle européen. Donc aujourd'hui, quand on parle de la Chine, de la croissance chinoise, quand on parle de défi, de challenger qui est la Chine, en fait, ce n'est pas le véritable challenge, ce n'est pas une véritable compétition, c'est plutôt un problème de repenser et rénover le modèle de l'économie de marché, le modèle de libre concurrence. Et en fait, on peut constater que finalement, l'ouverture de la Chine, les croissances chinoises, le développement, l'émergence chinoise sont dues justement à ce modèle occidental. Donc, on peut dire, oui, aujourd'hui, l'émergence chinoise
nous oblige, oblige l'Europe, le vieux continent et les pays occidentaux de repenser, de rénover, d'innover son propre modèle, parce que nous avons quelqu'un derrière nous pour nous rattraper. Et comment nous, maintenant, de sortir de la crise, je parle de la crise, à la fois ça est traduit par le déclin, hein, on parle beaucoup de déclin de la France, de l'Europe, du vieux continent et des États-Unis, mais on peut aussi parler de la possibilité, de cette possibilité de sortir de la crise comme la renaissance. Une renaissance, comme en termes indiens, bouddhisme indien, c'est nirvana du phénix. Donc comment créer un modèle? On va maintenant rentrer dans la conclusion. Et comment créer, pour la Chine, d'une part, pour la Chine, comment créer un modèle, un nouveau modèle, alternatif au modèle européen? Comment retrouver son passé et retrouver sa modernité, pour construire un modèle de développement durable tant sur le plan économique que sur le plan social et environnemental. Et ça, du côté de l'Europe, on a le même défi, les mêmes défis, les mêmes enjeux. Comment rénover, comment repenser, rénover, comment innover pour trouver un modèle du développement durable, comme la Chine, partout ailleurs, durable sur le plan économique, social et environnemental. Et pour conclure, je crois que ce modèle devrait s'inscrire dans le cadre du concept qui est le soft power. Comment sortir de la notion de conflit, comment créer un co-développement tant du monde du Nord que du monde du Sud, pour trouver justement un soft power. Voilà, merci de votre attention. Je donne maintenant la parole à François Godemain et j'ai envie de faire un peu de provoque. Évidemment, on doit parler de la Chine, on continuera de parler de la Chine et on ne parlera pas que de la Chine. Est-ce qu'on parle trop de la Chine, François Godemain? Est-ce qu'on n'est pas trop obsédé par la Chine à un degré presque excessif? Non, je crois pas. Je crois qu'on est à un point d'inflexion des courbes où c'est un défi majeur et notamment un défi majeur pour les Européens. J'ai attentivement écouté notamment François David et ses statistiques sont justes, elles sont incontestables, mais quand on parle de tectonique des plaques, je ne suis pas Claude Allègre, mais il y a une question de masse, il y a une question de vitesse, il y a une question de friction. Au point de vue masse, il y a quand même des choses qu'il faut dire. La valeur de la production industrielle chinoise a dépassé la valeur de la production industrielle américaine aujourd'hui. Peut-être pas tout à fait composée de la même manière, mais ce n'est pas négligeable. On parle des BRICS, des émergents, et à la mode d'il y a quelques années, on parlait de Chindia, aujourd'hui on parle de la coalition des émergents, qui n'est d'ailleurs pas très réelle dans les organismes internationaux. Les exportations chinoises font 1200 milliards de dollars par an en 2009, les exportations indiennes et brésiliennes mises ensemble font 300 milliards, un quart, 150 chacun. Est-ce qu'on connaît cette statistique en France? Je l'avance avec des pincettes, vu l'auditoire. Les entreprises chinoises consacrent en moyenne plus de dépenses de R&D par rapport à leur chiffre d'affaires que les entreprises françaises. Je m'arrête, c'est peut-être pas tout à fait la même R&D. Il y a énormément de plans publics. Quand on dépense 15 milliards de dollars pour la voiture hybride, comme c'est le cas en Chine, c'est pas entièrement de l'argent privé, c'est pas uniquement BYD. Mais enfin, ça existe. Les questions de pouvoir d'achat, de statistiques de consommation, etc., on peut en discuter sans fin et je rappelle souvent la sous-représentation de la consommation et du pouvoir d'achat individuel dans le PIB chinois et le surinvestissement et la surépargne. Mais il y a quand même de temps en temps des chiffres qui sortent. Cet été, il y a eu une sorte d'étude révolutionnaire. Pour moi, vous savez qu'en Chine, où les chiffres ne sont pas sûrs, de temps en temps, il y a une petite révolution copernicienne. Cet été, c'était celle sur le revenu. Une étude qui montre que les 10% les plus riches de la Chine, 75 millions de personnes, donc entre la France et l'Allemagne, si vous voulez, à eux seuls, ont un revenu par habitant de plus de 15 000 euros par personne, et pas 3 500. Ça réévalue le PIB de 30% pour eux seuls. Ça réévalue aussi l'inégalité de façon fantastique. Le coefficient Gini est à 0,55. Ça n'empêche pas que quand vous lisez dans les journaux que les gens de Foxconn, les ouvriers, dont certains sont jetés par les fenêtres en juin, ont des niveaux nettement plus bas, ils gagnent entre 200 et 300 dollars, et c'est en travaillant une centaine d'heures
Mettons qu'à 35 heures, il serait à 100 $. Et c'est l'entreprise qui fabrique nos iPhones, nos iPads, sans vouloir faire de réclame. Donc bien sûr, on est aux deux extrêmes. Mais quand on regarde la masse, quand on regarde la puissance, il faut aussi regarder la pointe avancée. Cette pointe avancée, elle est énorme. C'est un des aspects du problème. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'on exagère le rôle de la Chine comme locomotive mondiale. C'est plus complexe. En fait, quand on regarde le commerce extérieur, la Chine a plus souvent soustrait de la croissance au reste du monde qu'elle n'y a ajouté. Simplement, sa propre croissance est tellement forte que ça compense et que ça représente à soi tout seul, désormais, une part importante de la consommation mondiale. Sauf en 2009, justement, et encore, parce que même là, les exportations chinoises ont reculé, mais moins que celles du reste du monde. Il y a un phénomène, j'appelle ça, je ne sais pas s'il faut appeler ça l'effet Carrefour, sans faire de publicité, les autres ne sont pas contents, ou l'effet Walmart, si vous voulez, mais en période de crise, le producteur à bas coût, en fait, maintient ses positions mieux que les autres. Et à l'autre bout, il y a l'achat du luxe. Ça, c'est pour la masse. Pour la vitesse, il y a d'autres choses qui sont particulièrement impressionnantes, et qui sont la rapidité avec laquelle l'investissement se déploie, avec lequel il se redéploie. Alors on arrive là effectivement dans la tectonique des plaques d'après la crise. Je suis un peu gêné, et ça a un rapport avec ce qui s'est dit sur le G8 ou le G20, de voir les dirigeants occidentaux, presque tous d'ailleurs, le président Obama l'a été à sa manière dans la première année de sa présidence, et je crois que la France ou l'Europe, dans l'attente de la présidence du G8 et du G20, sont un peu dans la même situation. On attend Godot, on attend que la Chine donne ce qu'on souhaite. L'ancien commissaire européen Mendelssohn disait « Messieurs les Chinois, s'il vous plaît, dirigez. Dirigez-nous puisque vous êtes si forts. Prenez vos responsabilités. » Ce n'est pas tellement l'intention chinoise. Le paradoxe chinois qu'on a déjà un peu connu avec le Japon, mais qui est beaucoup plus fort, c'est qu'ils entendent rester très intégrés, aussi peu interdépendants que possible, mais ils savent bien qu'une partie de cette interdépendance est inévitable, mais pas surchargés du fardeau que je vais appeler poliment le fardeau, disons, des vieux pays industrialisés, pour éviter l'expression de Rudyard Kipling. Il s'agit de rester, si vous voulez, libre et de pouvoir découpler, notamment en période de crise. C'est probablement une des grandes conclusions qu'ont tirées les dirigeants chinois de la crise de 2008. Bien sûr, aucun plan n'est parfait. Ils ne peuvent pas échapper au dollar. S'ils investissent ailleurs, ils investissent dans des matières premières, dans de l'énergie, dans des choses qui sont évaluées le plus souvent en dollars. Et donc, ils sont toujours dans le même système. S'ils retirent leurs avoirs, eh bien, ils perdent ceux qui restent. Et donc, d'une certaine manière, ils ont un degré d'interdépendance. Mais ils évoluent très très vite et pas forcément dans la direction que nous attendons. Alors, on arrive aux frictions. Sur les frictions, elles sont innombrables et donc on pourrait y être encore à 6h30, ce que je ne vous infligerai pas. Simplement, on est effectivement à un moment assez curieux. Paradoxalement, et on vient d'en avoir un exemple tout à l'heure en écoutant M. Wang Yan, ce sont souvent les Chinois qui sont les plus modestes sur leur propre croissance et qui mettent en avant leurs difficultés. Cette semaine, d'ailleurs, le personnage qui dirige la politique étrangère chinoise et qui, curieusement, n'est pas le ministre des Affaires étrangères, reçoit la haute commissaire européenne pour la politique étrangère. Il la reçoit dans son village natal sous-développé du Guizhou et sa thèse qu'il veut vendre, si j'ose dire, aux Européens, c'est, vous voyez, ici c'est la Namibie. À Shanghai, a-t-il dit, c'est le Portugal. J'adore Lisbonne, mais je ne pense pas que Lisbonne soit tout à fait Shanghai. Aujourd'hui, il y a un petit problème. En effet, la Chine est un pays émergé et industrialisé. En effet, on va approcher du point d'inflexion où le surplus de main-d'œuvre, le réservoir de main-d'œuvre s'inverse et où il y a d'ailleurs des problèmes de vieillissement et avec ça des problèmes financiers, des problèmes d'épargne, des problèmes de gestion qui vont faire changer le modèle. On y est presque, mais le grand art de la Chine aujourd'hui, c'est de retarder ce moment le plus longtemps possible dans l'intérêt national. On le comprend parfaitement d'un certain point de vue. Les conclusions pour nous sont assez terribles. C'est que nous ne pouvons pas nous rassurer sur l'idée d'une croissance, si vous voulez, qui serait une aberration temporaire. On en voit toutes les irrationalités, c'est vrai, les bulles, l'aspect dirigiste, le côté dispendieux en capitaux. Je vous rappelle qu'en 1993, il aurait été possible de parier sur l'échec de l'économie américaine puisqu'elle devenait excessivement dépendante en capitaux importés. La balance des comptes courants devenait très déficitaire à ce moment-là. Il fallait attendre de 1993 à 2008 et être vraiment très courageux. La situation est un peu la même pour la Chine.
Nous allons devoir vivre avec ce pays qui prend une place folle, qui a énergiquement pas le même modèle que nous, précisément parce que les prolongements économiques et sociaux ne sont pas les mêmes et que la transition n'est pas celle qu'on attendait, et pourtant un pays dont nous sommes devenus interdépendants. Merci. Alors, nous continuons notre vraie fausse table ronde, mais au fond, elle y ressemble un peu, d'une certaine façon, à une vraie table ronde. Je voudrais donner la parole au Premier ministre Laurent Fabius en lui demandant peut-être ce qu'il pense de la renaissance de la Chine, des défis chinois, et aussi de cette singularité d'un système où cohabite un parti communiste qui reste fort et des zones de la Chine qui en remonteraient à beaucoup en matière d'hypercapitalisme. Merci. Je ne suis pas sûr que je vais répondre à votre suggestion, Dominique, parce que dans le temps qui m'est imparti, comme à mes collègues, je voudrais, au fond, apporter peut-être 2 séries d'éléments supplémentaires. L'université du MEDEF, si j'ai bien compris, c'est l'étrangeté du monde. Et moi, je voudrais insister sur 2 aspects. Au fond, l'étrangeté de l'analyse aujourd'hui dominante du monde et surtout l'étrangeté de nos réactions ou de notre absence de réaction en tant qu'Européens et Français par rapport à cette analyse. Alors, je m'explique. Je partage ce qui a été dit, en particulier par M. Gaudemont sur la Chine, pour m'y rendre, comme beaucoup d'entre vous, régulièrement. Je ne peux qu'être impressionné par les chiffres. Sans doute, François David a-t-il raison, en valeur absolue, ils ne sont pas toujours encore décisifs, mais ce qui compte, c'est la dérivée, et de ce point de vue-là, elle est impressionnante. Et en plus, je ne voudrais pas qu'on retombe dans l'erreur que nous avons commise par arrogance dans le passé, c'est-à-dire croire que mécaniquement, automatiquement, nous sommes tellement supérieurs par notre intelligence, nos capacités d'innovation, que nous arriverons toujours à avoir une Europe ou une France d'avance. Non. J'ai eu le privilège d'enseigner dans des universités américaines, et lorsqu'on nous demandait de noter les élèves, il y avait plusieurs degrés de notes, et il y avait toujours une note qui était Chinese level. Donc, oui, la Chine, même si les chiffres en valeur absolue ne sont pas toujours décisifs aujourd'hui, va progresser, se développer d'une façon tout à fait impressionnante. Maintenant, il ne faut pas non plus tomber de l'autre côté du cheval. Et c'est là où je dis qu'il y a une certaine étrangeté dans l'analyse aujourd'hui dominante. Je ne veux pas parler d'effet de mode, mais les États-Unis ne sont pas devenus une puissance de 3e ordre. Ils continuent d'avoir, sur le plan technologique, sur le plan militaire, par certains aspects sur le plan culturel et d'autres plans encore, une vraie domination. Et ils ont déjà commencé d'organiser la réplique. L'Inde a des chiffres de progression considérables. Et le fait que l'Inde soit une démocratie n'est quand même pas un handicap insurmontable lorsque on essaye d'évaluer ce qui va se passer dans les années qui viennent. C'est un atout. On n'a quasiment pas parlé de l'Afrique, mais c'est vrai qu'il va y avoir un développement démographique impressionnant. Et bavardant l'autre jour avec un certain nombre de grands dirigeants d'entreprises et leur demandant où ils pensaient qu'il pouvait y avoir des perspectives de progression pour nous, j'ai été frappé, même étonné, que plusieurs d'entre eux m'ont répondu en Afrique, qu'il ne faut pas passer comme ça par pertes et profits. Et puis, il y a l'Europe elle-même, qui bien sûr a beaucoup de problèmes, mais qui reste quand même, avec ses 500 millions de consommateurs, la zone la plus importante. Donc, c'est mon premier point.
Oui, la Chine, bien sûr, la Chine, que personne ne sous-estime l'importance de ce qui se passe et de ce qui va s'y passer, mais ne tombons pas dans la même erreur que tout à l'heure François David disait, c'est-à-dire il y a d'autres puissances qui vont avoir un rôle déterminant pour le futur. Et c'est là où arrive mon deuxième point qui est plus opératoire. Moi, je suis un responsable politique, donc il ne s'agit pas simplement de faire des analyses aussi pertinentes que possible. Il s'agit d'anticiper et de décider ou de proposer des décisions. Et ce qui me frappe, c'est que nos réactions, en tant qu'Européens et que Français, sont mal adaptées par rapport à ce monde que nous décrivons. S'agissant de la Chine, tous ceux qui ont la pratique des affaires avec ce grand pays nous disent ce qu'il faudrait faire, mais qu'on ne fait pas vraiment. Quand je dis « on », c'est-à-dire les Européens et les Français, mais souvent ça se passe à un niveau européen. Oui, il faut évidemment que nous soyons capables de poser les problèmes en termes également monétaires, environnementaux et sociaux, et non pas nous laisser piéger par un libre-échange que l'Europe va être la seule probablement à pratiquer. Et donc il faut mettre ces questions sur la table. De la même façon, la question pour tous ceux d'entre vous qui travaillent avec la Chine, de la propriété intellectuelle se pose, elle est massive. Et je ne sache pas que la réponse pour le moment soit très pertinente. Je bavardais l'autre jour avec Louis Gallois qui me disait, bon, nous avons vendu 100 avions à la Chine, mais dans le contrat, il y a le fait que nous devons en construire 50 en Chine. Est-ce que c'est évidemment la définition des règles de l'OMC? Je n'en suis pas totalement sûr. Il faut accepter un certain nombre d'implantations et même, pour conquérir les marchés, les revendiquer, mais comme le font les Allemands, préserver mieux chez nous et en Europe un certain nombre de maillons sensibles. Et puis, si on veut garder une longueur d'avance, en tout cas ne pas être dispensé en matière d'innovation, de qualité et de service dans notre offre industrielle, il faut prendre, au niveau européen, au niveau français, les décisions nécessaires. Bon, ce sont des points qui me frappent, parce que autant nous sommes brillants sur le diagnostic, autant nous sommes moins forts en ce qui concerne les mesures. Et c'est vrai, je m'arrêterai là ensuite, en ce qui concerne d'une façon générale l'Europe, et un problème absolument massif en Europe, singulièrement en France, qui s'appelle la menace sur notre industrie. Je ne vais pas me lancer devant vous sur une réflexion savante pour savoir s'il peut y avoir une économie puissante sans industrie puissante. Je crois que la réponse est non. Quand on regarde les chiffres, ils sont accablants. En Allemagne, il y a 30% de la valeur ajoutée qui est dans l'industrie. En France, nous sommes passés, sauf erreur de ma part, à 15%. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes en dessous de l'Italie et de la Grande-Bretagne. Lorsqu'on regarde d'autres éléments, la faiblesse non pas de nos petites entreprises, non pas de nos grandes entreprises, mais de nos petites, moyennes, grandes, enfin celles qu'il faut pousser, c'est un problème qu'on connaît, qu'on a identifié. Pour le moment, peu de choses. Lorsqu'on regarde la façon dont le problème de la concurrence est abordé en Europe par l'Union européenne, c'est une absurdité. Ce sont des sujets que vous vivez, que moi-même j'ai eu à traiter. On accélère la concurrence intra-européenne, et il y a toute une série d'opérations qui sont impossibles. Mais lorsqu'il s'agit de favoriser les regroupements en dehors de l'Europe, on ne dit rien. Ce qui fait que pour constituer des champions européens, on a énormément de mal. Et je pourrais allonger la liste en incluant bien sûr la question monétaire. Nous avons au fond 3 grandes monnaies dans le monde. Nous en avons 2 qui sont gérées, on parlera un mot neutre, politiquement, certainement la monnaie chinoise, d'une certaine manière la monnaie américaine, qui bien sûr obéit au libre marché, mais évolue toujours, c'est certainement un hasard, dans le sens des intérêts des États-Unis. Et nous avons une grande monnaie, mais qui est à ce point indépendante qu'elle pose des problèmes que vous savez. Je voudrais...
ma conclusion est tout simple. Je crois qu'il est essentiel de bien comprendre les mutations du monde. Et de ce point de vue-là, tout ce qui a été dit et tout ce qui est fait ici est très intéressant. Mais il faut faire en sorte que les décideurs publics soient moins étranges et mieux adaptés à ce qu'est la nouvelle réalité du monde. Merci. Il y a l'Europe, les États-Unis, la Chine, et il y a aussi d'autres pays, d'autres continents. Alors je donne la parole à Veiju Navaran, à mes côtés, dont je vous rappelle qu'elle est la correspondante en Europe du plus grand quotidien indien. Merci. En fait, je vais peut-être inverser un petit peu le point de vue. J'étais très frappée d'entendre parler M. Godement qui a commencé son petit discours par le mot défi. Et c'est tout à fait normal et naturel qu'ici, en Occident, qui est en perte de vitesse, vous voyez la Chine et l'Inde comme des défis de demain. Mais je vais vous dire comment, dans notre optique de l'Inde et des pays émergents, on voit la situation. Certes, il y a une espèce de nationalisme exacerbé en Chine, peut-être aussi en Inde. Mais il faut essayer de vous mettre à notre place. En Inde, on a 450 millions d'habitants sur 1,1 milliard qui vivent pour 2 dollars par jour, au moins de 2 dollars par jour. Donc, notre première préoccupation, c'est la croissance, c'est agrandir suffisamment l'économie pour effectivement inclure ces couches tout à fait démunies, pour changer et pour avancer notre économie. Et quand j'entends les arguments qui sont toujours pour et contre nous en Occident, contre les prédateurs asiatiques. Moi, j'étais très choquée quand il y a eu le OPA de Mittal sur Arcelor, ou par la suite des réactions d'étonnement quand Tata Motors a acheté Jaguar et Land Rover. Les Français étaient choqués. Je parle beaucoup avec les Français pendant mes discours quotidiens, des entretiens. Et ma réaction était, pourquoi êtes-vous si choqués? Si vous insistez sur la libre-échange et si vous voulez que Lafarge aille en Inde acheter toutes les cimenteries, pourquoi vous choque-t-il tant que les Indiens viennent acheter chez vous? Et maintenant, je crois qu'il faut essayer de voir comment on peut réorganiser le monde pour les échanges mieux, plus coopératifs, plutôt que ces confrontations auxquelles on témoigne aujourd'hui. En Inde, hier, on a eu les derniers chiffres qui sont tombés. Croissance de 8%, 8% et demi, une excellente mousson, la bourse qui se tienne. Donc, ça va être une année de croissance extraordinaire. Mais quand on parle des plaques tectoniques, je voudrais aussi peut-être suggérer qu'il y a des plaques tectoniques, pas uniquement nord-sud, mais aussi sud-sud. Savez-vous qu'il y a une espèce de rivalité énorme entre l'Inde et la Chine, que les Indiens se sont totalement entourés par les Chinois qui ont construit des bases tout autour. Les Indiens se sentent un peu manipulés par les États-Unis qui essayent d'utiliser les Indiens comme une espèce de contrepoids contre la Chine. Et il faut maintenant revoir ces relations au sein de G7 et de G21 d'une manière peut-être plus démocratique, plus compréhensive de la part de l'Occident envers l'Orient. Quand vous nous dites que, ah oui, il faut absolument que vous réduisez vos taux d'émission de gaz carbonique, nous, notre réaction, c'est qui a pollué le monde? C'est pas nous.
Nous voulons développer nos économies aujourd'hui, et si on a 450 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté aujourd'hui, on est prêt à polluer jusqu'à 20 années à suivre. Je suis d'accord que c'est un argument que moi-même je n'achète pas. Je pense qu'il faut qu'on change nos propres comportements, mais je pense aussi qu'il faut que l'Occident montre un plus de compréhension vis-à-vis du monde émergent, plutôt que garder à lui tout seul tous les atouts et la richesse qui a été la vôtre pendant les dernières 150 années. Merci. On était emporté par l'élan, on pensait que vous alliez arracher et que vous ayez droit à 2 minutes de plus, mais c'est ainsi. Donc moi aussi je dis, comme tout le monde, merci. Voilà, je vous dis merci à vous aussi. La parole à Jean-Luc Racine. Merci. Beaucoup a déjà été dit sur l'Inde par mon ami Vejju. Moi, je voudrais revenir, comme l'a fait Laurent Fabius, sur le thème de l'étrangeté du monde, à partir du cas indien, qui est mon domaine d'étude. Je crois que le monde paraît étrange aujourd'hui parce que nous sommes délibérément sortis de la relation avec l'exotique. L'Asie n'est plus exotique. L'Asie, elle est ici. Aujourd'hui, le premier investisseur étranger en Grande-Bretagne, c'est les États-Unis, ce qui n'est pas étonnant. Le deuxième investisseur étranger, c'est l'Inde. Il y a une espèce de retournement du monde qui est en train de s'opérer, et c'est cela qu'il faut comprendre, aussi bien, me semble-t-il, au niveau des décideurs politiques qu'au niveau des chefs d'entreprise. L'étrangeté du monde tient au fait que ce qu'on appelait encore autrefois des pays sous-développés, puis des pays en développement, sont devenus, pour un certain nombre d'entre eux, des pays émergents, voire Laurence Parisot le disait en introduction tout à l'heure, pour la Chine, émergents ou déjà émergés, ce qui était la thèse de Nicolas Bavrez dans un papier d'hier dans Le Monde. L'Inde n'est assurément pas encore un pays émergent, ça n'est pas une grande puissance. Mais c'est un acteur qu'on ne peut plus contourner. Il y a exactement un an, début septembre, un conseiller spécial du Premier ministre indien a fait une conférence dans une île obscure de l'archipel de l'océan Indien, mais où il a eu une réflexion absolument stratégique, en disant, bien sûr, nous ne sommes pas à la mesure de la Chine. Le PIB indien, c'est 4 fois moins que le PIB chinois. L'Inde est aujourd'hui la 11e puissance économique mondiale, entre la Russie et le Canada. C'est le 134e pays du monde, entre le Laos et le Cambodge, en termes de développement humain. Et c'est ça le paradoxe. C'est que, en même temps que l'Inde sort avec succès de la crise, au pic de la crise, sa croissance est tombée à 6,2. Elle est remontée à 7,5. 8,5 pour cette année, et la prévision sera plus de 9 l'année prochaine, probablement. Mais en même temps, Vejju l'a dit, le gouvernement essaie, sans vraiment réussir, à mettre en œuvre ce qu'il appelle une croissance inclusive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses, la croissance inclusive. Ça veut dire davantage de justice sociale en sortant davantage de monde de la pauvreté, mais ça veut dire aussi que si cette stratégie fonctionne, le marché intérieur, qui est déjà le moteur de la croissance indienne, va prendre un poids encore plus déterminant. Ça, c'est ma première remarque. Ce qui veut dire que par rapport à l'émergence de l'Inde, et par définition, ce qui est émergé n'est qu'une partie de ce qui n'est pas encore émergé. Et là, je rejoins ce que disait François Godement sur la question du plan d'inflexion. Le monde est en train de bouger. L'Inde a été pendant 50 ans ce qu'on appelait dans le jargon un pays post-colonial. Elle a digéré en quelque sorte la colonisation, elle s'est construite sur un certain modèle. Depuis 10-15 ans, elle n'est plus post-coloniale. Elle est post-post-coloniale. Elle regarde le monde d'un autre œil, elle se regarde d'un autre œil. Et ça me rappelle ce que disait il y a quelques jours encore dans la presse française le ministre brésilien des Affaires étrangères, qui faisait le bilan des années Lula,
avant la prochaine présidentielle, et qui disait le temps est venu pour nous d'avoir une politique étrangère internationaliste et décomplexée. Le mot décomplexé est évidemment ici le mot important. Et c'est bien pour ça que le Brésil se mêle, comme c'est bizarre, comme c'est étrange, l'étrangeté du monde. Qu'est-ce que le Brésil vient se mêler de la question iranienne? Mais c'est ça, le monde d'aujourd'hui. La géographie est en train de se recomposer et la diplomatie est en train de se recomposer. Pour l'Inde, il s'agit bien d'une diplomatie tous azimuts. On se rapproche des États-Unis, mais on garde des contacts étroits avec Moscou. On négocie avec les Chinois, mais on fait quelques pas ensemble et en même temps, chacun défend ses positions. Le troisième élément, très rapidement, pour comprendre ce qui se passe en regardant l'Inde d'un peu plus près, c'est de voir à quel point une nouvelle dynamique entrepreneuriale est en œuvre. C'est vrai pour les grandes dynasties industrielles, les Tata et les autres. C'est vrai pour les nouveaux groupes qui sont construits depuis 15 ans, 20 ans. C'est vrai pour les start-up. Et cela pose évidemment un défi dans la façon dont on regarde un pays qu'on a vu longtemps comme un pays sous-développé et qui garde encore certains des paramètres du sous-développement. Mais sur le plan des stratégies d'entreprise, ça veut dire qu'il faut penser autrement. Il ne faut pas penser comme l'avait fait Peugeot quand il s'est tenté de s'implanter en Inde il y a 15 ans, qu'en essayant de vendre aux Indiens un modèle qui était dépassé en Europe, ça marcherait. Non, ça ne marche pas. Il faut avoir une juste mesure de ce qui est en train de se passer. Il faut comprendre les degrés d'innovation qui sont en train de se déployer dans les pays émergents et penser que, de la même façon que sur le plan diplomatique, la multipolarité s'accroît et demande d'ailleurs à repenser le multilatéralisme, c'est-à-dire la façon de tenter de structurer l'ordre mondial. Eh bien, dans le domaine de l'économie, le polycentrisme, qui n'est pas simplement la mondialisation, mais qui est la prise de conscience qu'il y a une multiplicité aujourd'hui de pôles créatifs, de pôles innovateurs, et que l'avenir appartient à ceux qui seront en mesure de se placer au carrefour, d'être des acteurs de ce jeu polycentrique. Je crois que je peux m'en tenir là pour l'essentiel, mais l'important, c'est de bien comprendre qu'on est sorti précisément des temps anciens. Quand on s'intéresse à l'Inde, on ne s'intéresse plus seulement à l'Inde. On s'intéresse à la façon dont un pays qui se regarde de façon nouvelle voit un monde nouveau. Ce que disait Thierry de Montbrial avec le G7 idéal, on sait très bien que ça va être extrêmement difficile à mettre en place, mais d'une façon ou d'une autre, on n'y échappera pas. Et c'est cela qu'il faut avoir à l'esprit et d'être capable de transférer dans les stratégies d'entreprise ce grand bouleversement qui est le champ de manœuvre des diplomates d'aujourd'hui. Je vous remercie. On continue à notre tour du monde et c'est bien. Ça nous change quelquefois des climats trop étroits. Je donne la parole à Umit Boyner, présidente du MEDEF turc. Madame la Présidente. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'être à Paris, mais j'espère que vous permettez de continuer en anglais. At least that's what I need to do to finish on time. I'd like to start with a focus on the structural and systemic issues that the whole world faces, because in essence, auquel le monde est confronté. Même si la Turquie a réussi à sortir de la crise grâce à cette réforme macroéconomique et à la dynamisme de ses chefs d'entreprise, et a été moins touchée que d'autres pays européens, nous sommes tout de même confrontés aux mêmes problèmes que vous. La crise financière et économique de 2008 peut être vue comme un moment de transformation avec le recul, parce que cette crise a soulevé des questions essentielles sur nos systèmes économiques. Ces questions ne portent pas forcément sur la fin du capitalisme, mais plutôt sur son interprétation dans les différentes parties du monde. Les gouvernements européens semblent être en concurrence
pour procéder à des ajustements fiscaux les plus sévères. En Allemagne, par exemple, la politique fiscale a été l'élément le plus frappant de toute une série de réponses à cette crise. Ces réajustements fiscaux en Allemagne signifie de lutter contre les problèmes de la Grèce et de l'Espagne. C'est une période où on essaye de protéger la croissance en Europe et ailleurs. Mais c'est un grand défi lancé à l'Allemagne et à l'Europe en général. La mondialisation va nécessiter une action beaucoup plus globale pour créer cette gouvernance mondiale. Les réglementations, la surveillance sont des tâches importantes pour un nouveau système économique. Le système régulatoire précédent s'est effondré et a besoin d'être réformé rapidement. Le G7 représente un bon potentiel. Les marchés que nous avons connus ne sont plus stables et donc l'approche habituelle est de déléguer la responsabilité aux régulateurs pour qu'ils peaufinent les détails. Mais cela ne fonctionne plus aujourd'hui. Les nouvelles lois, les nouvelles réglementations doivent supprimer les pratiques qui ont mis en danger l'économie mondiale et doivent réorienter le système financier vers la gestion des risques, vers la relocalisation des capitaux, vers les entreprises de petite et moyenne taille, etc. Cependant, la coopération internationale sur les réformes réglementaires semble difficile à atteindre et elle ne peut être obtenue que dans une négociation qui réorganiserait l'ordre financier international. Donc cela impliquerait à la fois les pays développés et les pays en développement pour ce nouvel ordre financier mondial. Avec cela, le G20 est apparu comme un forum de coopération internationale. Et ça, c'est un pas dans la bonne direction, même si nous pensons toujours que de gros progrès peuvent encore être faits. Vu la complexité accrue des problèmes financiers, des normes de capital fermes doivent être imposées pour réduire les pratiques de risques excessifs qui ont été mises en place dans certaines circonstances. Donc, avec l'existence d'une seule devise qui a changé les règles du jeu à long terme, l'Union européenne doit coordonner ses finances publiques. De plus, avec les défis auxquels sont confrontés les États-Unis, l'Irak, l'Afghanistan, l'Iran et le ralentissement de l'économie, l'Union européenne, dans le cadre de l'Alliance transatlantique, doit se redéfinir. Le seul défi ne vient pas de là, mais il y a aussi le défi démographique et aussi la croissance économique à la périphérie. Et donc, il faut que l'Union européenne se redétermine en tenant compte des politiques locales. À cet égard, la candidature de la Turquie peut offrir une opportunité. Nous pensons que l'alignement de la Turquie dans le débat de la stratégie européenne, afin de devenir une puissance économique plus fiable, offre de grandes perspectives. À la suite du sommet de l'année dernière, les représentants américains ont insisté sur le fait que les membres doivent assumer leur rôle. Il ne faut pas oublier que le Brésil, la Chine, l'Inde, la Corée et le Mexique avaient déjà joué un rôle décisif dans deux domaines principaux. Tout d'abord, le commerce mondial et la gestion de la crise économique mondiale. Au cours des 3 dernières décennies, les succès impressionnants de la Chine, par exemple, ont fait beaucoup plus pour persuader d'autres pays en développement de participer à cela plus que tous les pays de l'OCDE. Donc les économies émergentes ont été aussi performantes que l'Union européenne et les États-Unis. Alors toutes les balances de la Chine, de l'Inde, de la Corée ont connu des ajustements aussi sévères qu'en Europe et aux États-Unis. Des mesures discriminatoires ont été adoptées. À part celles du Brésil et de l'Inde, toutes ces mesures sont comparables avec l'Europe et les États-Unis.
Le fait que l'Europe ait contribué à la conception d'un nouveau monde économique ne signifie pas qu'elle ne connaisse pas encore des problèmes. Il y a des divergences au sein de l'Europe et certains pays mettent en danger leur croissance à long terme et leur stabilité politique et pourraient même mettre en danger leur participation au processus du G20. Donc, il faut vraiment adhérer à des règles strictes au niveau international pour répondre à ces défis mondiaux. Il y a un changement dans les relations économiques mondiales. L'émergence de nouvelles puissances se combine avec le changement des influences des anciennes puissances. Et en fait, les puissances émergentes du monde n'ont pas envie d'accepter des contraintes qu'elles considèrent comme une manière des États-Unis et de l'Europe de les mettre en tutelle. Et donc, elles préfèrent rester indépendantes. Une question reste, et je m'arrêterai ensuite. Est-ce que le nouvel équilibre des pouvoirs dans le monde, après la crise, sera bénéfique pour l'avenir? L'IMF, le FMI, la Banque mondiale et tout pourront en bénéficier. Merci. Avant-dernier intervenant, peut-être qu'on aura les quelques minutes pour, c'est pas un jeu, mais pour demander à chacun le mot au final, le mot qu'il a envie de citer, qu'il a frappé, ou qu'il aura envie de faire surgir en conclusion de notre échange collectif. Alors, Gérard Longuet, donc, entre autres, ancien ministre du Commerce extérieur. Gérard Longuet, Monsieur le ministre, est-ce que, on a parlé de la Chine, de l'Inde, on a parlé de la Turquie aussi, d'ailleurs. Est-ce que c'est simple pour les Français, pour le gouvernement français et pour les entreprises françaises, une fois le constat fait, de dialoguer et de conclure avec ces puissances émergentes? Oui, Dominique, j'ai bien réfléchi. Je ne suis pas un expert international. Tous à la tribune sont plus brillants que je ne le suis. Je ne suis pas un universitaire non plus. J'essaye d'être un homme politique quand mes électeurs me le permettent. Et un homme politique, c'est quelqu'un qui prend des décisions et qui, pour les prendre, s'efforce de préparer l'opinion à ces décisions. Donc, si tu veux, je vais te dire des choses extrêmement liées à mon métier, à mes responsabilités. Et c'est peut-être pour vous, auditoire du MEDEF, la seule valeur ajoutée, savoir ce qu'un responsable de la droite républicaine peut penser de la mondialisation et du système mondial, et comment peut-il, vis-à-vis de ses électeurs, de sa base, des Français qui se tournent vers lui, leur répondre. La première idée, elle est très simple, et je voudrais que vous en soyez vraiment convaincus, parce que nous avons parfois des voix contradictoires, y compris dans notre majorité. La mondialisation est parfaitement inéluctable. Elle est parfaitement inéluctable, et il n'est pas concevable qu'il y ait une forme de protection magique, y compris l'Europe. Et de mon point de vue, d'ailleurs, c'est parfaitement réjouissant parce que l'allié objectif de la mondialisation, c'est le consommateur, sous toutes ses formes. Mais la deuxième observation qui restitue le rôle du pouvoir politique, c'est que cette mondialisation, n'en déplaise à mes amis les plus libéraux, ce n'est pas un monde innocent, c'est un monde ordonné, avec une histoire et avec des puissances. C'est la raison pour laquelle l'idée de plaque tectonique me plaît parfaitement, parce que les plaques tectoniques, c'est bien l'unité du monde, mais c'est un monde, sinon en conflit, du moins en confrontation, avec des tremblements de terre et quelques tsunamis. Et de ce point de vue, pour l'homme politique français, ce qui est important, c'est de considérer que la mondialisation met en place de grands acteurs qui sont d'abord de grands États. Je vais citer Laurent Fabius, parce que c'est mon camarade de promotion, puis qu'il est mieux classé que moi, mais il a raison de rappeler que le dollar est une arme politique américaine. La Chine, incontestablement, est un État. La Russie est un État politique. Mon voisin Jean-Luc Racine nous indique que le Brésil veut se comporter en État politique. Donc, la question politique n'est pas gommée par la mondialisation. Elle est simplement posée différemment. C'est la première observation. La deuxième observation politique, c'est qu'il y a au regard de la mondialisation, et je le mesure bien dans mon propre camp, un pessimisme français. D'abord, il y a un pessimisme français en général. Et ce pessimisme est particulièrement constaté lorsque l'on parle de l'ouverture des frontières et de la place de la France dans le monde.
Quelqu'un a dit, je crois que c'est peut-être François David, la France c'est 1% de la population mondiale, mais c'est 6% de la richesse mondiale, je ne sais pas si c'est le chiffre exact. Les Français ne retiennent qu'1% de la population mondiale et ils ont en général, à droite comme à gauche, une appréhension de cette mondialisation. Et quelqu'un m'a dit quelque chose que j'ai trouvé extrêmement pertinent et que je vous propose de partager. La France s'est écrasée par un universalisme déchu. Nous avons été la grande nation européenne au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, et on a cru l'être jusqu'en juin 40, dans un monde qui était limité à l'Europe. Il y a un universalisme déchu français, et il y a une mélancolie française, et cette mélancolie française entraîne une sorte de rejet de la mondialisation qui nous ferait trop petits face à des partenaires trop grands. Et il y a cet universalisme déchu, et là encore, je suis un homme politique de droite, donc je me tourne vers l'homme politique de gauche, il y a un universalisme déçu en France parce que nous aimerions un universalisme qui soit rationnel et qui repose sur des valeurs, et on a l'impression que cet universalisme, c'est celui du marché, seulement du marché, celui de l'échange, du libre-échange, qu'au fond c'est une sorte d'universalisme anglo-saxon, à dominante capitalisme, violent, brutal. Voilà une question, le pessimisme français au regard de la mondialisation. C'est un deuxième thème que je voudrais traiter, enfin je ne traiterai pas à cet instant, mais qui est à l'ordre du jour. Le troisième thème est très simple, je ne le développerai pas parce que Thierry de Montbrial l'a parfaitement développé. La France est une construction politique. L'État, le pacte contractuel démocratique joue un rôle considérable dans notre pays, et tout naturellement, nous le projetons à l'extérieur. Nous le projetons à la construction européenne, avec plus ou moins de bonheur, et nous le projetons nécessairement dans la construction mondiale, universelle, et le thème de la gouvernance mondiale est assurément, puisqu'au fond on va se résigner à la mondialisation, un thème particulièrement français, chéri à gauche comme à droite, l'idée d'un monde avec une gouvernance plus rationnelle, un petit peu à l'image de ce contrat qui est le contrat de la République française. Je ne reviens pas sur l'analyse de Thierry de Montbrial, j'y souscris totalement. Je voudrais simplement poser dans cette question de la gouvernance, et ce sera ma conclusion, les alliances majeures de notre pays. Et pour ma part, j'en vois deux. Si nous voulons un G7, il faut que l'Europe soit unie. Et si nous voulons une Europe unie, il faut accepter une idée qui choquera 25 pays sur 27, mais que l'Europe, c'est quand même l'affaire de la France, des Allemands et des Français d'abord. Et que lorsque les deux sont d'accord, c'est quand même plus facile de bâtir une alliance à 27. C'est odieux, c'est insupportable pour les autres, je le conçois parfaitement, et peut-être parce que j'ai été élu de la Lorraine, qui est une région biculturelle, germanique et romane, je considère que l'alliance des deux fait que le reste suit, et moi je veux bien qu'il y ait une seule Europe dans la gouvernance mondiale, à condition que ni l'obstacle franco-allemand ait fonctionné. Deuxième alliance, l'Afrique. Il serait fou, j'ai parlé de cet universalisme déchu, il serait fou, et c'est Beth qui parlait de la dimension démographique, les milliards d'Africains qui vont arriver en plus, c'est quand même une zone du monde impossible, mais elle est culturellement proche. Et nous serions fous de ne pas en faire notre affaire. Voilà ma modeste contribution à cet instant. Il nous restera ensuite quelques modestes minutes grâce à la contribution et au self-control de chacun que je remercie. Mais j'avais si peu oublié Hubert Védrine tout à l'heure que nous nous étions, lui et moi, entendus sur le rôle qui allait lui être dévolu, rôle important et ingrat, c'est celui de terminer ce premier tour de table. Donc la parole est à Hubert Védrine. Merci. Vous remarquez que c'est de plus en plus difficile pour chaque intervenant, sans vouloir diminuer les mérites de Thierry de Montbrial qui a dit des choses excellentes. En ce qui me concerne, j'ai 5 remarques à faire. D'abord, n'oublions pas que nous avons perdu beaucoup de temps dans l'analyse de la compréhension du monde après la fin de l'Union soviétique, quand les Européens et les Américains ont erré pendant des années dans une sorte de triomphalisme absurde, où ils croyaient être les maîtres absolus du monde dans une histoire qui était finie, alors même que c'est l'inverse qui allait se produire. Donc il n'y a plus de temps à perdre dans la compréhension et l'analyse de ce qui va suivre. On a perdu 15 ans.
15-20 ans. Deuxièmement, l'étrangeté, elle est dans le fait, pour nous, que nous soyons pour la première fois depuis 4 ou 5 siècles dans un monde où nous n'avons plus le monopole du pouvoir et de la puissance. Il est là l'étrangeté. Ce n'est pas tellement étrange pour les autres. Donc c'est une remarque à la Montesquieu. Et l'émergence qui fait que nous avons maintenant plus ce monopole du pouvoir qui nous paraît évident, et évident notamment dans les milieux économiques, on n'en a pas tiré les conséquences de l'émergence des émergents. C'est une réalité qu'on découvre trop tard, mais enfin heureusement maintenant. C'est quelque chose qui est déprimant pour les Européens, qui s'ajoute, en ce qui concerne la France, en effet, il y a une sorte de tempérament mélancolique. C'est quelque chose qui est intolérable pour les Américains. L'idée que nous soyons en train de passer à un leadership, parce qu'on va rester fort et puissant, mais qui est relatif. À cet égard, il y a une différence énorme entre l'intelligence prémonitoire, prophétique à long terme d'Obama et la compréhension par le peuple américain, qui n'accepte absolument pas cette idée de leadership simplement relatif. Et je pense qu'il y a des convulsions encore devant nous de la part des États-Unis, même s'ils restent, comme on l'a dit, très 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 puissants. Il faut dépasser ces réactions, la réaction de tristesse et de déprime des Européens et la réaction d'intolérance des Américains. Troisièmement, le G20, ce n'est pas le gouvernement du monde, heureusement d'ailleurs, parce que s'il était mauvais, on ne saurait pas où aller. Mais le G20, c'est l'enceinte au sein de laquelle la compétition continue. Nous devons aller maintenant au-delà de la découverte tardive des émergents, ne pas les considérer comme une catégorie homogène, ne pas faire d'amalgame, analyser chaque cas particulier. Il faut donc très vite comprendre quelle est la stratégie de chaque émergent. À cet égard, la richesse de la composition d'une table ronde de ce type est très intéressante. Comprendre les cas où il y aura convergence, accord entre des émergents et des pays déjà installés. Par exemple, est-ce qu'il y aura un bloc sino-asiatique en Asie auquel le Japon, de gré ou de force, est obligé de s'intégrer? C'est l'inverse de ce que le Japon avait cru autrefois. Est-ce qu'il y a un antagonisme structurel entre l'Inde et la Chine, peut-être contenu, mais qui existera toujours? Est-ce qu'il peut déraper? Il faut avoir des questions de ce type. Est-ce qu'il y a des coalitions possibles des émergents contre les Occidentaux installés, au-delà des questions de statut, d'institution, de quote-part au FMI, etc. Est-ce qu'il y a des dégénérescences par rapport à ça? Jusqu'où un émergent peut-il monter tout en faisant cavalier seul, comme le Brésil par exemple? Est-ce que l'Inde réussira à concilier ce dont on a parlé, c'est-à-dire toutes les cartes en même temps dans sa nouvelle politique étrangère dynamique? Donc ce sont des questions il faut que nous rattrapions le retard dans la compréhension de cette bagarre multipolaire nouvelle par une analyse fine et rapide de la stratégie de chacun d'entre eux. Parce que c'est à partir de là qu'on commencera à y voir un peu plus clair sur ce qui peut se passer au sein du G20, qui est un miroir dans les 2, 3, 4 prochaines années. Quatrième remarque, il faut que nous regardions de très près les zones où cette compétition, cette bagarre éventuelle, ou cette coopération, si les choses tournent mieux, va être plus intense qu'ailleurs. Il y a des zones du monde qui sont évidemment désignées pour cela, comme l'ASEAN par exemple, avec plusieurs influences asiatiques qui vont être considérables. Est-ce que ça va être dans l'aspiration de la Chine, ou est-ce que l'Indonésie va vraiment jouer son rôle propre, en alliance ou pas avec le Vietnam, ou est-ce que tout ça sera aspiré? Qu'est-ce qui va se passer en Asie centrale, où il y a l'influence russe, chinoise, les Américains sont toujours là, etc. Et chaque pays essaie de jouer de ces différents éléments. Qu'est-ce qui va se passer à long terme dans le Golfe? Alors c'est vrai en termes politiques, en termes géopolitiques, mais on peut aussi parler des terres cultivables d'Afrique, et on peut parler évidemment de l'ensemble des zones où il y a du pétrole, du gaz, des schistes bitumineux, de l'uranium, des minerais, le minerai allant du fer le plus classique jusqu'au lithium, etc. Il faut avoir un regard particulier là-dessus, parce qu'on est sûr à 10, 20 ou 30 ans que les compétitions vont être plus aiguës là. Et il suffit de regarder la politique chinoise, qui est conduite rationnellement par des ingénieurs qui dirigent la Chine. Et il faut regarder ce à quoi ils ont l'air de se préoccuper. Regardez les batailles, par exemple en Australie, sur les questions minières. Ça, il faut qu'on ait absolument ça en tête. Et je me suis réjoui il n'y a pas longtemps de voir que l'Europe, pour la première fois de son histoire, l'Union européenne faisait la liste des matières et des matériaux stratégiques pour elle, pour savoir où ils sont et comment. Cinquième et donc dernière remarque, je ne serai pas plus long,
La conclusion simple de tout ça, comme de ce que j'ai entendu et qui converge, c'est qu'il faut absolument que l'Europe, l'Union européenne, les Européens, appelez ça comme vous voulez, arrêtent d'être l'idiot du village global, arrêtent d'être le ventre mou de la mondialisation, qui n'est pas une opération du Saint-Esprit. Dans la mondialisation, c'est brutal, il y a des mondialisateurs et des mondialisés. Il y a des entités qui décident, qu'elles soient publiques ou privées, et d'autres qui suivent, parce qu'elles n'ont pas le choix. Il faut que l'Europe sorte de ça, qu'elle ait une pensée, qu'elle ait une stratégie, qu'elle ait une politique au cas par cas, émergent par émergent, sujet par sujet, et qu'elle puisse porter nos intérêts dans ce monde que nous dessinons pour les 10, 20 ou 30 années à venir. Alors, on ne va pas se raconter l'histoire, on ne va pas faire semblant de faire un deuxième tour de table complet parce que ça n'a pas de sens. Il nous reste à peu près 7 à 8 minutes. Alors, c'est la rubrique j'ai l'esprit d'escalier ou bien j'avais envie de dire quelque chose par rapport à ce qui a été dit juste avant. Qui veut prendre la parole brièvement? Je ne sais pas, je décide arbitrairement Laurent Fabius et après Thierry de Montbrial. Oh si, monsieur Fabius, si. J'ai senti que vous preniez des notes, mais vous avez une minute. Toujours quelqu'un sur qui ça tombe. Le mot que je retiens, puisque Dominique, vous nous avez dit quel mot vous retenez, je retiens le mot cohérence. Si on est d'accord sur l'analyse de ce qui est en train de se mettre en place, et il y avait quand même beaucoup de convergence, à ce moment-là, je réagis en tant que responsable public, français, européen. Il faut que les décisions que nous prenons soit en cohérence avec l'analyse. Si on estime que la Chine est à la fois un grand marché et tout de même un risque, il faut éviter d'être tantôt courtisan et tantôt provocateur à son endroit. Il faut avoir une politique nette. Si on estime, je rejoins Gérard là-dessus, que le franco-allemand est décisif, non pas tourné contre les autres, mais parce que c'est la base, l'axe pour aller vers une Europe qui vraiment fasse le poids. À ce moment-là, il faut prendre des initiatives pour que ce partenariat avance. Si on considère, ce qui est notre analyse, qu'il faut aller vers un gouvernement économique, à ce moment-là, il faut faire les partages de souveraineté qui s'imposent. Si on estime, ce qui est mon cas, que nous avons en Europe et en France, singulièrement en France, un problème majeur avec la désindustrialisation, il faut que toutes nos politiques publiques soient passées au tamis de cette exigence. Est-ce que ça sert l'industrie ou est-ce que ça dessert l'industrie? Ce pourquoi je plaide, qu'on soit de droite ou de gauche, c'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre les analyses et les décisions. Et si les gens aujourd'hui sont désemparés, c'est parce qu'ils ont le sentiment que les analyses sont un peu brumeuses, mais que les décisions ne sont pas toujours en cohérence avec le diagnostic. On est donc dans la dernière ligne droite. 1 minute, alors là, 1 minute à François David. 1 minute. Oui. Et après 1 minute à Thierry de Montbrial. Et après 1 minute à Gérard Longuet. Et je sais qui conclura. On est devant un parterre de chefs d'entreprise. Il m'arrive souvent à l'étranger d'être interrogé dans les forums ou les colloques sur le thème « Quelles sont les forces et les faiblesses des entreprises françaises ?» Sur les forces, je suis intarissable, dynamisme, imagination, innovation, productivité, etc. Et on me dit « Et les faiblesses ?» Et là, je vais vous donner une idée de réponse sous forme de opening joke à la britannique. Alors écoutez bien, il y a un bar, et dans ce bar, il y a un Français, un Anglais et un Allemand. Entre dans le bar un homme avec une longue barbe, une chemise blanche qui descend jusqu'aux pieds, les pieds nus dans des sandales, un air très mystique et une couronne d'épines sur la tête. Il rentre dans le bar et il dit « Puis-je avoir quelque chose à boire ?» Le barman le regarde, il dit « Mais vous avez de quoi payer ?» Il dit « Non. » Il dit « Bah écoutez », et à ce moment-là, l'Allemand dit « Mais barman, vous voyez bien que c'est Jésus-Christ. » Et il dit « Jésus-Christ, acceptez mon verre de bière. » Donc Jésus-Christ boit le verre de bière, serre la main de l'Allemand et lui dit « Vous êtes un homme de bien. » Et l'Allemand regarde sa main et dit « Mais miracle, mon arthrose de la main vient de disparaître. » Et l'Anglais dit « Jésus, acceptez mon verre de whisky. » Il boit le verre de whisky
Jésus-Christ dit « Vous êtes un homme de bien » en lui serrant la main, et l'anglais dit « Miracle, mon lumbago vient de disparaître ». Et le français dit « Jésus a accepté mon verre de vin ». Donc Jésus boit le verre de vin, tend la main vers le français dit « Non, moi je suis en arrêt maladie ». Donc ça vous permet de pouvoir répondre. Bon. Alors, 1 minute à Thierry de Montbrial. Il me facilite pas la... Bon, ben, quand vous aurez fini de rire... Bon. Alors, trois phrases. La première, c'est... Il est toujours difficile dans ce genre de discussion de démêler entre le court terme et le long terme. Par exemple, je crois que Laurent Fabius avait absolument raison de mentionner l'Afrique. L'Afrique est incontestablement un pays où il peut se passer beaucoup de choses très intéressantes, mais ça ne résoudra en rien le problème du court terme. Ça, c'est mon point numéro 1. Mon point numéro 2, on a un peu parlé de protectionnisme. Alors là, il faut faire très attention parce que l'OMC, je vous le rappelle, s'occupe fondamentalement de questions commerciales. Il n'y a pas au sein de l'OMC d'accord, ni ailleurs d'ailleurs, concernant les investissements. Et je rappelle également que le cycle de Doha n'est toujours pas conclu et que sur cette question des investissements, on en est à peu près au point mort. Donc il peut y avoir de nouvelles formes de protectionnisme qui peuvent être très gênantes. Enfin, troisième et dernier point, je suis heureux que la question de l'Union européenne a été reprise, en particulier par Gérard Longuet et par Hubert Védrine, parce que ce que nous pouvons dire tout seuls, français, allemands ou autres, sur la gouvernance mondiale, sera bien inefficace s'il n'y a pas le poids de l'Europe pour le démultiplier. Merci. Bon, alors, avant-dernier, les horaires sont les horaires. Avant-dernier intervenant pour 1 minute, Gérard Longuet. 30 secondes. François David a parlé pour 2. Et je reprends la formule d'Hubert Védrine, que l'Europe ne soit pas l'idiot du village global. Bon, alors le temps de Gérard Longuet est rétrocédé à OU veille. Mais attention, tout à l'heure vous avez parlé longuement, c'est 1 minute, hein. Pour conclure, je crois que pour nous, les entrepreneurs français présents ici, l'important, je crois même fondamental, que, pour reprendre tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est de mieux connaître nous-mêmes, nos atouts et nos faiblesses, et nos rivaux, nos compétiteurs, nos challengers, les Indes, les Indiens, les Chinois, les Brésiliens, les Russes, les Africains, et connaître nos concurrents, hein, parce qu'on n'est pas seul sur le marché chinois. Donc quand nous connaissons nous-mêmes, nous connaissons nos partenaires, nous connaissons nos concurrents, là, on va de victoire en victoire. C'est la leçon de Sun Tzu. Merci. Donc, alors, à vote tout à fait secret, plus que secret, la parole est donnée à Vaidju Naravan pour clore définitivement cette vraie-fausse table ronde qui a ressemblé quand même à une table ronde. Allez-y. Voilà, vous aviez parlé d'un mot qui revient de cette table ronde pour moi, en tout cas, c'est le mot transition. On est un monde en transition, il faut qu'on pense à comment on va gérer cette transition pour le mieux de tout le monde. Et effectivement, je partage tout à fait l'analyse de M. Védrine quand il dit qu'il faut comprendre quels sont les intérêts, les motivations et les objectifs de différents acteurs dans le tableau mondial, sur l'échiquier mondial, si on veut avancer. Mais je voudrais dire une petite chose en conclusion sur l'Inde, quand même. On a parlé du projet politique sur lequel on a construit la France. L'Inde a été également construite sur un projet politique très net, parce que les femmes indiennes ont eu la vote tout de suite, on a une constitution en ordre. C'est vrai qu'on est un pays très corrompu, on a beaucoup de problèmes institutionnels et autres, et on vit dans une espèce de chaos permanente, mais les aspirations en Inde sont là, et que finalement le projet politique en Inde, c'est tout à fait concordant avec celui des sociétés occidentales. Et c'est pour ça, je pense que quelque part, l'Inde pourrait être vraiment un partenaire privilégié
plutôt qu'un pays qui serait dans la confrontation avec l'Occident. Et je pense que peut-être il y a des ponts culturels, économiques et surtout politiques à construire avec les Indiens. Écoutez, en votre nom à tous, je l'espère, je l'imagine, je le crois, je remercie tous les intervenants. C'est un peu frustrant pour eux d'avoir dû se contenir en temps, mais je crois que l'ensemble était tout à fait passionnant.